Rebonjour les rétos. J'espère que vous allez tous bien. L'ambiance de la classe me manque vraiment et je vais devoir travailler ici. Je ne pourrais pas parler très fort parce que je vis en colocation et mon colocataire dort encore. Il dort jusqu'à midi et puis. Donc nous reprenons à Bertolt Brecht et la distanciation. On avait déjà fait sa biographie, mais je vais revenir un peu là-dessus. Donc Bertolt Brecht, il est allemand et il a commencé à faire des études de médecine à 18 ans et à 20 ans, il est infirmier pendant la guerre 14-18. Donc en 1918, il est infirmier à la guerre et c'est à ce moment-là qu'il va voir les horreurs qui se passent. Il est en première ligne quand même, les membres démembrés, tout ça, et il se lance dans de la poésie dénonçant ces horreurs de la guerre. Et évidemment, ça passe pas très bien parce qu'il est allemand. Or, ce sont les Allemands qui ont lancé la guerre. Donc, il critique son peuple et son pays et les décisions de son peuple. Donc, bof, bof, quoi. Il est plutôt vachement critiqué et il doit se planquer pour écrire ses poèmes. Quand plus tard, en 1933, c'est Hitler qui arrive au pouvoir. Brecht, à ce moment-là, a 35 ans. Brecht essaie de se barrer de l'Allemagne tout simplement parce que il ne kiffe pas trop ce régime et il décide avec une bande d'artistes de quitter l'Allemagne et ils vont un peu voyager partout en Europe, aller de pays en pays et voir ce qui se passe au niveau artistique dans, un peu partout en Europe. Et donc ils vont se nourrir de toutes ces rencontres artistiques qu'ils vont faire. Il va finir par s'installer en Californie, à Hollywood, là où il va écrire des scénarios et travailler du coup dans le cinéma. Peu de temps après, donc à 47 ans, il va écrire le manifeste du Parti communiste en vers. Le manifeste du Parti communiste, c'est un document qui a été écrit à la base par Karl Marx, qui est en gros le type qui a inventé les principes du communisme. Donc le truc, donc il l'a réécrit, pardon, ça j'ai oublié de le dire, il l'a réécrit en vers, V-E-R-S, en rime en gros. Et évidemment, vous le savez peut-être, les États-Unis à ce moment-là et le communisme, ça fait deux. Il y a toute la guerre froide qui a suivi ensuite, c'était vraiment très très mal vu et du coup Bertolt Brecht finit par quitter l'Allemagne, de repartir en exil, c'est la deuxième fois qu'il quitte son pays, parce que ça pue pour lui avec ses idées communistes. Et donc il décide de retourner à Berlin-Est, et c'est là qu'il va ouvrir, il va devenir directeur de théâtre, il va créer sa propre troupe qui s'appelle le Berliner Ensemble, et qui va aussi commencer à écrire toutes ces théories qu'on va voir sur la distanciation, la plus grosse théorie qui a changé le théâtre, en fait, la distanciation de Bertolt Brecht. Et donc il va écrire toutes ces théories et il va expliquer et va mettre en pratique en fait toute sa vision du théâtre. Il va aussi beaucoup défendre ses idées et s'inscrire au Parti socialiste et défendre le socialisme en Allemagne et un peu partout dans le monde en fait. Au niveau de son théâtre, Brecht va avoir 3 phases au cours de sa vie par lesquelles il va passer. Donc on retourne un peu en arrière, il y a d'abord toute cette phase de jeunesse, là où il est en Allemagne et il voit les horreurs de la guerre. Et comme je vous ai dit, il va créer des poésies. Et une des poésies les plus connues qu'il a écrites dans son recueil qui s'appelle Les Sermons domestiques, c'est la légende du soldat mort. La légende du soldat mort est vraiment un texte qui décrit comment un soldat qui est mort est remis en fonctionnement par les médecins et par l'armée. Il critique en fait tous ces soldats qui étaient estropiés et souvent abîmés et qui malgré tout, on disait non c'est bon, vous avez perdu un œil, vous avez perdu peut-être vous avez perdu un bras, c'est pas grave, vous avez toujours tenu une arme, hop hop hop, tout va bien, on vous renvoie à la guerre. Et c'était ça qui le choquait particulièrement, d'accord. Donc il critique ça dans sa poésie et il
se moque du fonctionnement de l'armée. Il utilise beaucoup à ce moment-là l'ironie en fait pour faire passer ses idées. Ça, c'est vraiment la première phase, là où il utilise l'ironie pour se moquer et critiquer ce qu'il fait. Et donc, son écriture est vraiment basée sur une volonté de crier sa colère et son dégoût de la société à ce moment-là. C'est très, voilà, très dans la critique, très violent. Une pièce qu'il écrit à ce moment-là, sa première pièce en fait en 1918, ça s'intitule Baal, B-A-A-L. Et Baal, c'est un jeune poète maudit qui est très bestial, taciturne, provocateur. Et il a une vie pathétique en fait et très agressif envers tout le monde. Et c'est une manière de critiquer les artistes de son époque qui utilisaient, enfin qui à ce moment-là étaient principalement des expressionnistes. Et il détestait par exemple ce courant, et du coup il fait une pièce là où il se moque, où il critique, où il met en avant un personnage qui évidemment est directement en lien avec enfin qui met en parallèle avec les artistes expressionnistes et qui est vraiment pitoyable, d'accord? Donc c'est très direct, c'est très moqueur, c'est très violent. Donc il y a Baal d'un côté qui se moque des artistes expressionnistes et qui critique les expressionnistes, et puis la poésie La légende du soldat mort, qui critique et se moque de la façon dont on traite les soldats, que ce soit dans le corps médical, mais aussi, mais surtout, l'armée. Voilà, donc ça c'est la première phase dans laquelle il passe quand il est jeune. Il crie sa colère, son dégoût, et il écrit avec beaucoup d'ironie et en se moquant. Okay. La deuxième phase, c'est le moment où il commence à écrire pour étudier le fonctionnement de la société. C'est ça qui l'intéresse. En fait, il va monter Édouard II de Marlowe, et il va développer dans cette pièce son idée de la tragédie exorcisée. Donc, dans les tragédies classiques, le héros, il subit des fatalités. Vous savez, hein, il y a le destin qui se met au-dessus, hein, et en gros, le héros est foutu. À la base. Tout est écrit à l'avance. Et Brecht réinvente ces classiques comme Édouard II, et il dit que les gens ne sont pas soumis à une fatalité, il n'y a pas de destin, mais que les gens sont soumis à des rapports sociaux. Et que ça rend l'homme vulnérable parce qu'il est transformable à volonté. En fait, en fonction de l'endroit où l'homme naît, que ce soit dans un milieu riche ou pauvre, où les gens, les parents, les frères et sœurs, les amis qu'ils rencontrent, eh ben, ça va former l'être humain. D'accord? Il n'y a pas de destin. Tout dépend, si on prend deux personnes équivalentes et qu'on les met dans deux familles différentes, elles vont finir par grandir et avoir des idées différentes. D'accord? Ils vont avoir une vie différente. Donc il n'y a pas de concept de destin. On n'est pas destiné à quelque chose, on est des êtres changeants et modelables. Et c'est ça qui ressort vraiment. D'accord? Le fait qu'on soit influençable. Ok? Il pense que du coup, le théâtre peut donner une image de la vie sociale, et ça peut le permettre de transformer cette vie, d'accord? Parce qu'il se dit que si on peut comprendre les mécanismes qui font qu'on se fait influencer, d'accord, eh ben, on peut déjouer ces mécanismes et penser par soi-même, d'accord? Il pense vraiment que le théâtre peut être didactique en fait. Il peut permettre aux gens de se rendre compte, d'apprendre comment on nous manipule, comment on nous formate, et qu'en apprenant, en déjouant, en trouvant ces petits mécanismes, en comprenant comment ça se passe, on ne se fera plus avoir par les pouvoirs. Hein, c'est ça qui critique. N'oublie pas, pensez vraiment, c'est un socialiste. À ce moment-là, c'est la chose contre laquelle il se bat beaucoup, la manipulation du pouvoir, et surtout du racisme grandissant en Allemagne à ce moment-là. Et donc il va créer, donc je vous disais, sa propre vision du théâtre.
d'accord, de ce que doit être le théâtre. Il va opposer le théâtre classique de base, qui pour lui ne sert qu'à divertir. Tout le théâtre avant qui a été créé avant lui, en gros, il le voit comme quelque chose qui sert à endormir le peuple, à ne pas réfléchir, à être un moment là où on kiffe, en fait, simplement, on profite de ce qui se passe. Et son théâtre à lui, qui engendre, qui a pour but de créer une attitude critique du public, d'accord, qui fait réfléchir et qui donne envie au public de changer la société. Et ça, c'est vraiment un énorme tournant en fait dans le milieu théâtral, parce que maintenant, ça nous semble assez normal, basique, et même ça revient très très fort à la mode, je pense, je trouve, de faire du théâtre social engagé. D'accord. Et donc c'est à partir de Bertolt Brecht que pour la première fois, on se dit, on va faire du théâtre qui n'est pas simplement pour divertir, mais bien pour faire réfléchir le peuple. Le théâtre devient un outil de propagande, le mot peut être mal vu, mais plutôt, comment dire, un outil pour, oui, de combat, d'information, et, euh, et voilà, il peut vraiment servir à quelque chose dans la lutte sociale, économique, politique, pour tout faire passer des idées et pas simplement endormir le peuple dans un moment de détente. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment Bertolt Brecht qui a lancé ça, ce qui fait quand même de lui un personnage central du milieu théâtral. La dernière phase de sa vie, je t'avais dit qu'il y en avait 3, hein, c'est le moment là où il va commencer à écrire justement, en fait, simplement la mise en pratique de ses idées. D'accord. La phase précédente, il va étudier le fonctionnement de la société, il va étudier tout ça, il va voir tout ça. Dans la dernière phase de sa vie, quand il retourne à Berlin-Est, c'est l'écriture comme moyen didactique dans lequel il passe. C'est-à-dire qu'il écrit ses théories et il met en place des pièces de théâtre, et il crée des pièces de théâtre où il met en place ses idées et il apprend au peuple à analyser ces pièces et surtout à réagir et à réfléchir, d'accord. Donc c'est le moment, la dernière phase où il devient directeur de troupe, qui peut enfin mettre en pratique toutes ces idées qu'il avait, tu vois, vous voyez, dont il s'était rendu compte en fait pendant une grande partie de sa vie quand il a voyager en Europe, qui est partie aux États-Unis. Voilà, là c'est la partie théorie. Et puis la fin de sa vie, c'est le moment plus didactique, d'accord. Il a écrit plusieurs pièces qui sont souvent rejouées. Il y a Mère Courage, par exemple, qui a été rejouée, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas, enfin, cette année, je perds la notion du temps. Il y a souvent le cercle de grec caucasien aussi, que ça que je vous conseille. C'est un de ces textes les plus abordables, parce que Bertolt Brecht, c'est pas facile quand même, de nos jours, à suivre. C'est très verbeux. Il faut, je pense, avoir les connaissances de Bertolt Brecht, de sa façon de faire et de travailler pour pouvoir avoir une lecture de ce spectacle, parce que c'est un peu vieilli quand même. D'accord. Puis en plus, c'est lié à des problématiques de leur époque. Et donc, bon, on n'a pas d'office tous les liens pour comprendre de quoi il parle et à quoi il fait allusion, surtout à son époque. L'opéra de Katsu aussi, très connu, c'est un opéra en fait qui se moque de l'opéra, fortement rejoué, et que je vous conseille à aller voir aussi, d'accord. Donc l'opéra de Katsu et le cercle grec-caucasien, c'est les deux que je vous conseille le plus à aller voir si jamais ils sont rejoués. Au niveau de ces théories maintenant, c'est la troisième partie du cours, donc je vous les ai un petit peu expliqué avant, mais on va rentrer un peu dedans. Il y a deux grosses théories que Bertolt Brecht a inventées, en fait, et sur lesquelles il a écrit des bouquins. La première, c'est le théâtre épique, donc comme je vous disais, son théâtre à lui, hein, le fameux théâtre épique qui va opposer au théâtre qu'on connaissait avant, qui va appeler le théâtre aristotélicien. Je reviens là-dessus juste après. Et la deuxième, c'est la fameuse théorie de la distanciation. D'accord. Donc pour ce qui est de la première théorie nouvelle théorie qui met en place, c'est le théâtre
épique. Donc le théâtre épique s'oppose au théâtre dramatique d'Aristote, parce qu'Aristote c'est le premier à avoir théorisé ce que c'était le théâtre donc il y a fort longtemps. Donc Aristote, et du coup il appelle le théâtre aristotélicien. Théâtre épique, théâtre aristotélicien ou théâtre dramatique si vous voulez, d'accord? Eh bien c'est le théâtre théorisé par Aristote à ce moment-là. Donc en gros c'est la première fois qu'il y a deux nouvelles formes de théâtre qui se mettent à exister. Et donc il oppose totalement son théâtre épique à son théâtre, le théâtre dramatique, le théâtre d'Aristote. Il y a un beau tableau que vous recevrez par écrit qui vous fait comme ça une liste des différentes oppositions entre ces deux théâtres. Donc, par exemple, dans le théâtre dramatique, eh ben, on a beaucoup d'action. Alors que dans le théâtre de Bertolt Brecht, le théâtre épique, il y a beaucoup de narration. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, le théâtre, comme je vous disais, est un peu difficile à faire passer aujourd'hui, parce que voilà, il y a beaucoup de narration, donc les gens parlent, il ne se passe pas grand-chose. Dans le théâtre dramatique, le spectateur, eh ben, il regarde l'action, il n'agit pas, alors que dans la forme épique, il doit avoir